Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet atelier qui va porter sur l'insécurité linguistique et la sécurité linguistique. J'ai plusieurs panélistes avec moi ce soir qui vont tous discuter avec moi sur un petit peu c'est quoi cette insécurité linguistique-là, comment ça se présente, comment c'est un défi pour certaines personnes, puis comment le surmonter. Ça fait que dans le fond, l'insécurité linguistique, c'est lorsqu'on ne maîtrise pas une langue d'une façon, disons, parfaite et que ça donne un sentiment de malaise et peut-être même de honte par rapport à cette langue-là. Ça fait que c'est vraiment comme une idée où il y a une norme d'une langue. Donc, le français, c'est seulement le français de France qui existe. Puis que c'est juste ça qui est la façon parfaite de l'exprimer. Puis que toutes les autres formes du français sont pas bonnes ou incorrectes ou sont pas le bon français. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ça, mais le bon français, c'est quelque chose qu'on parlait beaucoup de quand j'étais à l'école. Puis quand on voyait le chiac, l'anglais et le français qui se mêlent ensemble, puis qu'on voit que c'est pas nécessairement le bon usage du français, mais j'essaie d'enlever ce mythe-là pour vous autres, que vraiment, la meilleure façon de s'exprimer en français, c'est la façon qui vous va, puis dans celle-là que vous êtes le plus confortable, que ce soit en anglais, en français. L'insécurité linguistique, c'est un petit peu pour tout le monde. Ça peut être en espagnol, ça peut être un petit peu dans n'importe quelle langue, mais c'est vraiment d'avoir cet inconfort-là par rapport à la langue. Puis les conséquences de ça, c'est souvent de s'empêcher de la parler. Ça fait que beaucoup des anglophones de la région de Moncton, par exemple, vont apprendre le français en immersion à l'école, puis pas être tout à fait à l'aise à l'utiliser parce qu'ils ne pratiquent pas beaucoup, puis ne vont pas l'utiliser. Ça fait que c'est beaucoup une conséquence de ça. Puis on essaie d'éviter ça le plus possible parce que ça devient un cercle vicieux où, parce qu'on ne l'utilise pas, on perd la pratique, puis on ne devient pas meilleur dans cette langue-là. Ça fait que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, puis on essaie de rendre ça un mythe lui-même pour vraiment que ça ne soit pas quelque chose qui se passe à vous. Donc, je vais laisser les panélistes se présenter, puis un petit peu comment eux autres sont rendus ici sur ce panel, puis pourquoi ils viennent parler avec nous aujourd'hui. Ça fait que je peux peut-être commencer avec Danielle Larley. Bonjour tout le monde, je m'appelle Danielle Larley. Je suis une diplômée récente de l'Université de Moncton en éducation. Puis j'ai travaillé avec Amélie et Mathieu à l'université. Donc, c'est comme ça que je me suis rendue sur ce panel. Merci, Danielle. Alexia Forsyth. Bonjour, moi je m'appelle Alexia Forsyth. Je commence ma 5e année en éducation primaire à l'Université de Moncton. En ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé à apprendre le français en première année avec le programme d'immersion française précoce au Nouveau-Brunswick. Et comme j'ai dit, maintenant je suis à une université française. Et moi aussi, j'ai travaillé avec Amélie et avec Mathieu dans le bureau de recrutement. Et c'est pour cette raison que je suis ici maintenant sur le panel. Merci. Emily O'Donnell. Moi, je suis Emily O'Donnell. Je suis également étudiante en éducation à l'Université de Moncton. Moi, j'ai commencé à apprendre le français en 6e année. Puis là, je suis rendue à l'Université de Moncton en français. Puis moi aussi, j'ai travaillé avec Amélie puis Mathieu à l'université. Puis c'est comme ça que je me suis rendue ici ce soir. Parfait, merci. Mathieu? Bonjour tout le monde. Moi, c'est un bonheur d'entendre les témoignages, d'entendre les histoires, parce que moi, c'est une raison pourquoi je suis ici ce soir et que je suis avec vous dans ce panel. C'est que j'ai la chance de parcourir, sillonner notre pays avec les 2 langues officielles, en fait, que ce soit le français et l'anglais, qui se vit de différentes façons selon la région où on est au pays. Là, dans les gens qui nous écoutent, qui sont dans un camp de Canadian Parents for French, qu'est-ce que ça représente d'être en Nouvelle-Écosse? Qu'est-ce que ça représente d'être au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Alberta? Donc, chaque milieu a sa particularité. Chaque personne vit ça différemment selon le niveau où tu te trouves dans ton école. Que ce soit middle school, que tu aies commencé en première année, comme on l'a dit, ou kindergarten, en maternelle,
ou late French immersion et que tu grandis comme personne à l'intérieur de cette expérience d'apprendre une autre langue, ben moi, ça me fait grandir comme personne aussi. Et c'est pour ça que je tenais à venir entendre et partager ça pour que les gens qui vont nous écouter puissent eux aussi être des porte-parole de ce bilinguisme au Canada et croire dans nos deux langues officielles en les mettant au même niveau. Pas rabaisser une l'autre et pas rabaisser sur ce qu'on a dit sur le bon français, sur un accent, mais d'en être fier plutôt d'être capable de s'exprimer dans cette langue, dans une de nos deux langues officielles au pays. Merci beaucoup, Mathieu. Puis moi, je m'appelle Amélie Montour, je travaille à l'Université de Moncton, où on vient tout un petit peu. Moi, je travaille vraiment avec les écoles d'immersion, les jeunes qui viennent des écoles d'immersion ou qui ont des programmes d'immersion, des familles où les parents sont anglophones et francophones et qui font un petit peu où les jeunes ne sont pas tout à fait à l'aise à s'exprimer en français ou à écrire en français. Quand ils viennent à l'université, on leur offre un programme spécifique. On en parlera un petit peu tantôt, mais c'est vraiment pour aider avec cette transition-là. Ça fait que moi, je travaille beaucoup avec les jeunes anglophones qui viennent un petit peu partout au Canada, en fait. Puis, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis octobre, puis qui m'a un petit peu ouvert les yeux à comment ça se passe pour les anglophones, parce que moi, je viens pas de ce parcours-là. Je suis francophone, je suis née au Québec, je suis déménagée ici quand j'avais 10 ans, puis j'ai toujours fait un parcours en français. Ça fait que j'ai vraiment trouvé ça très intéressant de voir ce que nos étudiants vivent. Puis je pense qu'ils ont des expériences très intéressantes à vous partager. Ça fait qu'on va commencer avec une petite question. Donc, comment vous diriez-vous affecté par l'insécurité linguistique? Puis quels ont été vos plus grands défis avec ça? Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être, y en a-t-il des volontaires ou Emily peut-être? Oui, moi, je peux commencer. Pour moi, ça a été, je vivais l'insécurité linguistique sans savoir que je le vivais parce que je suis arrivée à l'Université de Moncton ma première année, puis j'étais vraiment inquiète de parler en français aux francophones parce que je croyais qu'ils allaient trouver que je parlais différemment, ils allaient savoir que j'étais anglophone, ils allaient me voir comme étant différent qu'eux. Donc, moi, j'essaie de parler le moins que possible dans mes cours. Je n'interagissais pas avec mes pairs qui étaient francophones. Puis, à un certain moment, j'ai réalisé qu'il fallait que je surmontais cette insécurité linguistique-là pour vraiment profiter de mon expérience en tant qu'étudiante. Donc, c'est un peu ça comme ce que j'ai vécu. Merci. Moi, je vais continuer. Oh, merci. Bon, ça va se répéter parce que moi, j'ai vécu la même chose, Emily. J'étais tellement timide ma première année à l'université, puis je ne voulais tellement pas parler en français parce que j'avais peur de faire des erreurs, puis je pensais que les francophones ne faisaient pas d'erreurs. Tout le monde parlait parfaitement le français, puis c'était juste moi qui faisais des erreurs, puis c'est pas vrai du tout. Puis c'est ça, c'est en parlant aux francophones, puis en se faisant des amis que je me suis rendu compte que je n'étais pas seule, puis que j'avais d'autres personnes qui m'encourageaient de continuer à travailler, puis d'apprendre le français, mais aussi qu'eux autres faisaient des erreurs aussi. C'est vraiment ça mon histoire. Ouais. Moi, je dirais que j'ai vécu une expérience assez semblable. Dès le début, j'étais toujours insécure en parlant aux autres. Comme première année, je parlais juste aux mes professeurs. C'est seulement comme la deuxième année que j'avais assez de confiance à parler aux autres étudiants dans mon programme. Ce que j'ai réalisé enfin était complètement comme ridicule. Mais je trouve que je vis encore une insécurité linguistique. Mais je pense que c'est la même chose pour chaque personne qui parle le français, qui parle les autres langues aussi. Mes amis qui sont francophones, ils ont encore des insécurités en parlant aussi. Donc, c'est complètement normal quand c'est ta deuxième langue, quand c'est ta première langue. C'est une chose qui est complètement normale. Mais ça m'a pris quelques années pour vraiment comme
comprendre et savoir que c'était quelque chose qui arrivait à tout le monde. Mais pour moi, je dirais que oui, c'était un défi, surtout au début. Mais encore, je vis de l'insécurité de temps en temps, comme ça arrive. Ouais, non, c'est sûr. Puis j'ai parlé beaucoup avec vous trois, puis avec d'autres étudiants, puis j'ai eu beaucoup d'anecdotes très intéressantes sur comment ça s'est passé pour vous, puis comment vous avez comme réalisé un petit peu que c'est correct, puis que les gens sont pas en train de vous juger par rapport à votre langue. J'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que c'est Daniel qui disait ça, que beaucoup, c'est comme une coutume acadienne de dire de demander d'où quelqu'un vient quand on entend quelqu'un parler. Ça fait qu'en Acadie, chez nous autres, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, c'est vraiment entre chaque 15, 20, 30 minutes de conduite dans chaque petite communauté, les accents varient beaucoup. Ça fait que ça veut dire que tout le monde a un petit peu une différente façon de parler, utilise différents mots. Ça fait que c'est un petit peu une coutume acadienne dans notre coin de demander d'où la personne vient pour essayer de savoir comme c'est quoi cet accent-là? Je peux pas tout à fait l'identifier ou est-ce que j'ai raison de penser que tu viens de Bouctouche? Mais c'est vraiment d'essayer de trouver ça. Puis Daniel, puis il y a d'autres étudiants anglophones qui ont vu la même chose ou qui ont ressenti la même chose par rapport à ça, mais quand ils se faisaient poser la question, pensaient que ça voulait dire que leur français était mauvais. Comme d'où tu viens, toi, que tu n'as pas un bon français. Mais c'est pas ça pantoute, mais de voir la différence là-dedans, puis de ne pas réaliser que c'est juste une personne qui est en train d'essayer de voir comme « Wow, comme ton accent est intéressant, je veux juste savoir d'où tu viens », mais que ça peut se sentir un petit peu comme un attaque d'une façon. Je sais pas si tu veux élaborer un petit peu là-dessus, Daniel. Ben, je peux continuer parce que oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça, je dis ça souvent. Mais je me faisais aussi poser la question comme est-ce que tu es anglophone? Puis je prenais ça tellement comme au cœur parce que je suis comme je parle comme j'ai un accent anglophone, comme on dit ça souvent. Mais comme la prochaine chose que tout le monde disait, c'était comme tu parles très bien le français. Donc c'est vraiment pas juste comme c'est pas le jugement, c'est tout le monde est tellement content qu'il y a quelqu'un qui parle le français comme langue seconde. Donc, ça m'a pris du temps à m'habituer à ça aussi. Oui, et puis même d'avoir un accent anglophone sur la langue française, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ta deuxième langue non plus, parce qu'il y en a qui viennent de certaines régions de la Nouvelle-Écosse ou de l'Ontario ou de l'Alberta ou d'autres provinces dans l'Ouest canadien que c'est un petit peu à cause de la population anglophone qui est là puis de la grosse influence de l'anglais qui fait que leur français a comme cette saveur-là. Puis je dis saveur parce que c'est vraiment pas... Je vais pas le voir comme une faiblesse. Je vais le voir comme vraiment... On veut savoir d'où tu viens parce que c'est intéressant. Tu as une épice intéressante dans ta langue. C'est que je vais le voir de cette optique positive-là. Moi, je peux continuer. Vas-y, Émilie. Moi, je peux continuer sur ça aussi parce qu'on revient toujours aux fameuses comme accents. Puis pour moi, c'était le fait que je savais que j'avais un accent, mais je ne réalisais pas que les francophones avaient eux autres des accents aussi. Donc pour moi, c'est comme quand j'ai réalisé que tout le monde a un accent, c'est correct d'avoir un accent. Puis pour moi, c'est quelque chose, il faut que je me rappelle de ça encore aujourd'hui parce que quand je reviens chez nous, je ne parle pas le français parce que ma famille ne parle pas français. Donc, pour moi, comme je trouve que j'ai plus d'un accent quand je reviens parce que je ne parle pas le français tous les jours. Donc, pour moi, c'est juste de me rappeler que c'est correct d'avoir un accent. C'est comme, ça, c'est mon identité. Puis, c'est comme ça que je partage ça avec tout le monde quand je parle. La chose qui est intéressante aussi avec l'Acadie, c'est je pense pas que j'ai jamais rencontré une francophone de la région qui parle de la même façon. Comme chaque personne a leur propre façon de parler, leur propre comme vocabulaire. C'est un des aspects vraiment intéressants de la culture acadienne, de la culture francophone. C'est le fait que tout le monde a leur propre identité unique. Et je trouve que ça s'applique aussi aux anglophones, comme tout le monde a leur propre accent, leur propre vocabulaire.
vraiment en se basant sur leurs propres expériences et les personnes dans leur vie, les situations qui les entourent. Donc, un accent, c'est jamais quelque chose d'être comme... Ce n'est pas quelque chose d'être nerveuse à propos d'eux parce que tout le monde a un accent. Donc, c'est ça, c'est intéressant. Oui, puis on a parlé un petit peu déjà que même des francophones font des erreurs, puis que c'est pas juste une affaire d'accent, c'est aussi une affaire de vocabulaire, puis d'utiliser des fois des mots anglais ou même espagnol ou n'importe quoi. Là, des fois, quand on s'exprime, ça sort de toutes les façons. Mais que c'est correct, ça, puis c'est juste important de se faire comprendre. Puis dans le fond, même si c'est la même langue, si quelqu'un utilise un mot qu'ils ne connaissent pas, que quelqu'un d'autre ne connaît pas, mais qui est dans la même langue, on ne se comprend pas là non plus. Ça fait que c'est pas nécessairement juste une affaire de parler dans la même langue, mais de se communiquer pour que tout le monde se comprenne. Mais oui. C'est là, en fait, qui est intéressant lorsqu'on cherche à uniformiser ou qu'on veut faire ce bon français qui n'existe pas, en fait. Il peut exister dans ce qu'on fait à l'écrit, ou ce qu'on se dit, tiens, on a un français standard. C'est un autre terme qu'on a entendu aussi, hein, le français standard. OK, à l'écrit, oui. Mais dès qu'on rentre dans l'expression orale, c'est là, hein, c'est l'histoire, les petits villages, les petites communautés, l'histoire de l'Acadie, où ce que, par son histoire, il y a eu des regroupements dans des régions pour se cacher par rapport à cette histoire de déportation qui s'est vécue. Les provinces, comment elles ont été créées par des gens qui se déplaçaient petit à petit. Donc, ils ont amené avec eux la langue, mais la langue s'est modifiée avec la culture. Et c'est là aussi. Du côté anglophone, c'est la même chose. On a eu l'arrivée d'Écossais et Irlandais qui, à la base, si je ne parle pas le gaélique, mais il y a l'autre qui arrive, un British, et OK, on va commencer à parler ensemble. Bien, il y a eu un mixage de deux langues, en fait, puis de deux cultures, et ainsi de suite. Alors, c'est ça qui est magique. Et c'est là qu'il ne faut pas dénigrer une culture versus une autre, ou un accent versus un autre. Donc, c'est magique d'entendre ça aujourd'hui, de voir ces histoires. Il faut les entendre. Il faut prendre le temps de les exprimer. Donc, moi, je vous remercie vraiment d'être là, puis de permettre à tous les gens qui pourront voir notre enregistrement de cet atelier et qui se diront, moi aussi, je vais en faire une dans ma communauté. Donc, on est tous des porte-parole de ça. Oui, puis je pense que quand on parle d'identité, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu de plus en plus dans les médias depuis qu'on en parle avec Right Fier, qui était le slogan des Jeux de la francophonie canadienne qui se sont passés à Moncton en 2017, c'était ça? Ah, 2010, ouais, 2017, ouais. Ouais, déjà. Les derniers jeux. On devait en avoir cet été, mais bon, on aura les prochains à Victoria. Mais dans le fond, les jeunes avaient choisi le slogan « Right Fier » qui contient un mot anglais, « right ». Mais c'est la façon dont les jeunes s'expriment de façon chiac par ici. Puis c'est juste ce qui est leur vocabulaire. Puis, ils voulaient se sentir fiers de ça dans leur identité. Right fier, en fait. Mais de vraiment montrer que c'est comme ça qu'on s'exprime en français. Puis, c'est ça notre identité. Puis, c'est ça que c'est de vraiment être élevé dans un lieu où il y a des anglophones et des francophones ensemble. Puis que c'est pas un défaut, ça, mais que c'est vraiment quelque chose qu'on prend comme quelque chose qu'on veut créer à un événement jeunesse qui rassemble toute la francophonie canadienne. Ça fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis qu'on parle de ça de plus en plus depuis ça. Maintenant, comment vous avez fait pour surmonter votre insécurité linguistique? Y a-t-il comme un moment où vous avez fait comme sais-tu quoi, je pense que comme je suis capable de faire ce site, puis je pense que je me sens un petit peu plus à l'aise, ou s'il y a eu un moment où ça s'est passé vraiment graduellement, ou comment ça s'est passé pour vous? Peut-être commencer avec Lexi? J'ai répété la question. Comment vous avez surmonté votre insécurité linguistique? Y a-t-il un moment où tu as réalisé que tu te sentais plus à l'aise tout d'un coup de t'exprimer en français? Ou... Je dirais pas qu'il y avait comme un moment en particulier, mais pour moi, c'était vraiment la période où j'ai commencé à m'ouvrir à des expériences
plus d'expérience en français et où j'ai vraiment commencé à parler aux autres francophones. Ça sent comme maintenant, ça sent comme que je parlais pas aux autres francophones, mais c'était vraiment quand j'ai commencé à faire ça, puis je suis sortie de ma zone de confort. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment surmonter ce défi-là, où j'ai commencé à remarquer une plus de confiance avec ça. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Moi, je vais continuer. Pareil comme Lexi, moi, j'ai pas vraiment eu comme un moment où j'étais comme « Oh, je peux faire ça », mais c'était plusieurs moments, puis c'est un processus qui continue encore aujourd'hui. Puis pour moi, j'ai vraiment dû prendre une décision de faire l'effort parce que je viens d'une ville où le français n'est pas très présent, puis c'est très difficile de trouver quelqu'un qui parle français avec qui pratiquer. Donc, j'ai fait le choix surtout à l'université de trouver des emplois où je, premièrement, devais parler aux gens parce que j'étais très timide, puis où je pouvais travailler et parler en français et en anglais aussi. Donc, j'ai fait des visites à l'université, j'ai mentoré les autres étudiants, puis j'ai vraiment trouvé un moyen de parler en français souvent hors de mes cours, parce que c'est facile de parler et d'écrire et de lire en français pour les cours, parce qu'il faut, t'as pas le choix. Mais quand tu fais le choix toi-même, puis c'est pas comme ton enseignant ou ton enseignante à l'école qui dit comme « il faut faire ça », ou un parent ou un ami qui dit comme « il faut faire ça ». Quand tu fais le choix pour toi-même, c'est complètement différent, puis tu fais ce que tu fais parce que tu aimes faire ce que tu fais. Donc, maintenant, comme je viens de graduer, puis je lis en français pour m'amuser. C'est pas juste pour un cours. Je fais les choix à tous les jours, puis il n'y a personne qui me dit quoi faire. Donc, quand tu commences à faire des petits choix, ça va changer ta vie. Et c'est là quand tu deviens, selon moi, une personne bilingue parce que tu fais des choix de l'être. Je n'ai jamais pensé comme ça, mais c'est vrai. C'est quand tu commences à faire les choix toi-même. Moi aussi, j'ai vécu un peu la même chose. Moi aussi, comme j'ai fait la décision qu'il fallait que je me sorte de ma zone de confort parce que si je ne me pratiquais pas, je n'allais pas devenir mieux, que j'ai accepté que j'allais faire des fautes, puis que c'était en faisant des fautes que j'allais m'améliorer en français. Puis, c'est surtout en m'impliquant avec le bureau de recrutement puis à faire de la réseautage avec d'autres étudiants anglophones que j'ai vraiment trouvé ma voie puis que j'ai trouvé ma confiance parce que je savais que je n'étais pas la seule personne qui vivait ce que je vivais puis que je me sentais comme il y avait tellement de personnes qui m'appuyaient dans ce que je faisais que j'étais capable de le faire. C'est comme ça vraiment que j'ai pris la décision qu'il faut que j'essaye parce que si je n'essaie pas, je ne vais jamais le faire. Oui. Je trouve ça intéressant aussi quand on parle de faire le choix, là. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on voit du côté francophone où il y a tellement un blocage parce qu'on dit on est tellement fort sur le français, puis quand il y a des semaines de la fierté française, des fois qu'on est en train de pousser de la musique francophone dans l'intercom, l'intercom, on va aller avec ça. C'est mon chat qui sort. Mais c'est ça, ça fait que la musique qui joue dans les corridors, c'est tout le temps le même genre de musique traditionnelle acadienne. Puis ça donne un petit peu ce sens-là où les étudiants comme veulent pas écouter de la musique francophone. Puis un petit peu, c'était comme, ben là, je sais pas un français parfait, ça fait que ça me tente pas de parler en français, je vais parler en anglais dans mes cours. Puis c'est quelque chose qui se passe dans les écoles francophones aussi, là, pour ceux-là qui viennent des écoles anglophones, c'est vraiment quelque chose qu'on voit des deux côtés. Puis quand on fait le choix de vraiment faire comme, OK, je vais pas le voir juste comme quelque chose qu'il faut que je fasse, mais quelque chose que je veux faire, puis qu'il y a plusieurs genres de musique francophone, puis que ça peut sonner comme, ça peut être du métal, comme ça peut être du country, comme ça peut être juste de la musique comme Justin Bieber ou n'importe quoi.
mais vraiment qu'on peut trouver notre place là-dedans puis que c'est pas quelque chose qu'on se fait forcer de voir, mais qu'on veut absorber. Ça devient beaucoup plus le fun de cette façon-là aussi. Ouais. Mais on peut peut-être procéder à un petit peu parler de pourquoi vous avez décidé d'étudier en français, malgré le fait que c'est pas votre première langue. Puis un petit peu parler de c'était quoi votre expérience à l'Université de Moncton dans vos programmes, puis comment ça s'est passé pour vous. Je ne sais pas si qui veut commencer. Peut-être Emily? Moi, je peux commencer. Pour moi, ça a été une décision vraiment, vraiment difficile de faire le choix de venir étudier en français parce que j'avais un enseignant au secondaire qui savait que je voulais devenir enseignante. Il m'a dit, peut-être tu devrais considérer étudier en français parce que c'est comme en ayant les deux langues, il y a plus de chances que tu auras un emploi. Puis les gens m'ont toujours dit de garder mon français parce que j'avais travaillé fort pour l'obtenir. Donc, je voulais le garder. Mais ça m'a pris beaucoup de temps à vraiment me convaincre que j'étais capable d'étudier en français. Puis, c'est certain, je voulais le faire, mais je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Donc, quand j'ai pris la décision de venir étudier en français, puis ce qui m'a poussée un peu, c'est que j'ai participé à des événements où j'ai rencontré des personnes qui ont été à l'Université de Moncton, qui étaient anglophones. Puis j'ai vu que c'est possible, je peux le faire. Donc, c'est un peu ça qui m'a poussée. Puis là, quand je suis arrivée là, ça a vraiment ouvert mes yeux parce que je savais que j'allais étudier en français, mais je ne savais pas qu'il y avait toute une culture francophone qui existait. Donc, pour moi, c'était vraiment la découverte de la culture et tout ça que j'ai vécu quand j'ai arrivé à l'université. Cool. Merci. Moi, je peux aller. Ouais. Comme j'ai dit, là, ma famille est complètement anglaise. Mes parents peuvent parler un peu de français, peuvent comprendre un peu de français. Ce n'est pas beaucoup. Donc, moi, j'ai suivi l'immersion française jusqu'à la 12e année. En 10e année, j'ai visité le forum local de français pour l'avenir. Il y avait un atelier pour l'enseignement. Moi, je savais dès la 3e année que je voulais être enseignante, donc je savais déjà comme ce que je voulais faire. L'atelier m'a vraiment intéressée. J'ai recherché l'université. J'ai pris la décision enfin de venir à l'Université de Moncton. Donc, c'était vraiment ça. C'était mes enseignants qui m'ont vraiment poussée à le rechercher, à y aller. C'était une enseignante qui a récemment eu son diplôme, qui enseigne maintenant à une école ici à Riverview. Elle est française, mais elle est diplômée de l'Université de Moncton. C'était elle qui m'a vraiment convaincue de venir. J'ai reçu beaucoup de soutien de l'administration et des professeurs et des étudiants qui étaient au groupe PAN à l'Université de Moncton avant que j'ai commencé. Donc, c'était une des décisions qui m'a poussée aussi. Mais c'est un peu comme ce que Emily a dit, c'était les activités que j'ai faites avant. C'était ça qui m'a vraiment comme motivée à poursuivre mes études en français. Cool. Des activités comme les camps d'été de Canadian Parents for French. Oui, c'est des activités. Mais j'ai participé aussi à l'école secondaire, j'ai participé au concours d'art oratoire. Ça, c'était une chose qui m'a vraiment comme... Ça m'a aidé à dire, OK, I can do this. Like. Perfect. Danielle, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Je peux ajouter. Donc, moi, ma décision, c'était lorsqu'on avait comme un forum de kiosques des universités, parce que moi, je viens d'une ville avec 2 universités anglophones. Donc, j'aurais pu faire le choix facile, puis juste aller ici. Mais il y avait un agent de recrutement de l'Université de Moncton qui était à mon école. Puis j'étais très, très, très timide. Puis mon amie a dit comme « Ah, tu n'iras jamais parler à ce monsieur en français. » Moi, j'étais comme aussi compétitive. Donc, j'ai dit « Ah non, je vais aller lui parler. » Donc, je lui ai parlé, puis je voulais tellement devenir enseignante. Puis 5 ans passés, tout le monde disait c'est impossible d'avoir un poste en enseignement. Il n'y a pas de poste. Puis on a une abondance de suppléants. Donc, tout le monde me disait comme va prendre un enseignement, c'est trop difficile.
Puis je suis contente que j'ai pas écouté ces personnes. Mais ce monsieur-là m'a dit, c'est possible, tu peux le faire, puis tu peux le faire en français et avoir des meilleures chances de continuer dans ta carrière de rêve. Puis je suis contente parce que j'ai eu un poste, donc ça a fonctionné. Puis aussi, lorsque j'étais là, j'ai fait une visite du campus. Puis j'ai appris toutes les ressources qui étaient mises à ma disposition. Donc, le groupe, j'imagine qu'on va parler de ça un peu plus tard, mais c'est vraiment comme une famille. C'est des élèves qui viennent des écoles anglophones, qui sont tous là ensemble, qui étudient le français ensemble, qui apprennent ensemble. Puis, on a des profs qui sont les meilleurs profs. Puis c'est ça, je dis toujours, c'est vraiment comme une famille. Ouais. Merci. Je peux peut-être enchaîner un petit peu avec parler du groupe Pont. Ça fait que nous, c'est ça, à l'Université de Moncton, on offre le groupe Pont qui est, on ne veut pas vraiment dire un programme parce que vous êtes quand même avec les autres étudiants. C'est pas qu'on vous sépare du reste de la population étudiante puis que vous êtes les anglophones dans un coin en train de faire vos cours toute seule. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pour aider avec la transition, pour que vous soyez plus à l'aise avec le reste. Ça fait que, dans le fond, dans la première année, les étudiants du groupe Pont font 4 cours de français avec des étudiants qui viennent aussi de l'immersion. Ça fait que ça donne vraiment la chance de se sentir confortable, de devenir plus à l'aise avec ça, puis de vraiment apprendre dans vos cours. C'est pas des nouvelles choses. C'est vraiment de juste repasser les choses que les étudiants ont déjà appris dans leurs cours pour se faire sûr qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Puis, on offre plein de différentes choses comme de la correction gratuite, puis de l'appui des profs, du tutorat. Il y a une salle d'études, comme Daniel mentionnait, que tous les étudiants se rencontrent dedans parce qu'ils apprennent à se connaître dans leurs cours de français. Puis là, ils peuvent aller passer du temps ensemble là, étudier ensemble, ça devient des bons amis. C'est vraiment un réseau fort. Avant le groupe Pont, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants d'immersion qui venaient. On avait peut-être une quinzaine d'étudiants qui venaient par année. Puis là, depuis qu'on a ça, on a à peu près une quarantaine d'étudiants anglophones qui viennent à chaque année à l'Université de Moncton. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on aime voir. C'est tous des étudiants qui sont très actifs, qui sont toujours super game pour venir faire des conférences, des panels, venir parler en salle de classe avec moi. Puis j'aime vraiment tout vous avoir là, puis c'est vraiment un beau groupe. Ça fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de venir étudier en français, que ça soit chez nous, que ça soit à une autre université francophone, je vous encourage de le faire. Vous avez vu un petit peu c'est quoi pour toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont passé à travers Daniel, Emily puis Lexi, de voir que c'était un défi. Puis c'est pas facile. C'est quand même votre deuxième langue, puis c'est pas quelque chose qui vient facilement, puis c'est pas un choix. Ben, il y en a qui font quand même le choix de, sais-tu quoi, je veux étudier en français. Mais c'est pas un choix facile pour tout le monde. Puis, il y en a plusieurs qui vont me dire, ou la majorité va me dire qu'ils regrettent absolument pas leur choix. Que c'est quelque chose... Ouais. Merci. Que c'est vraiment quelque chose qui est un atout, puis qui vous donne vraiment quelque chose que vous allez avoir pour le reste de votre vie d'utile. Puis si vous étudiez en anglais, c'est sûr que perdre votre français, c'est une possibilité. Puis c'est quelque chose que vous avez travaillé fort pour avoir en immersion, même si vous avez commencé late immersion, que vous êtes early immersion, late immersion. Ouais, Emily, vous êtes toutes capables de le faire. On a un étudiant sur le campus qui est venu comme réfugié syrien au Canada, puis qui était à Moncton High School. Puis, il a décidé que, sais-tu quoi, je veux devenir docteur, puis j'ai besoin du français pour ça. Puis, il a appris le français sur YouTube lui-même parce qu'il était vraiment déterminé d'apprendre le français. Puis, il vient de finir son pre-med cette année. Il commence sa première année de médecine en septembre 2020. Ça fait que si ça, c'est pas une histoire inspirante, je sais pas quoi vous dire.
C'est vraiment des belles histoires qu'on a comme ça chez nous. Puis c'est vraiment quelque chose que n'importe qui veut le faire, peut le faire. Mais bon, c'est ça. Ça fait que je veux vraiment vous encourager de ne pas vous arrêter à cause de votre insécurité linguistique, si vous l'avez ou non. Mais que ça soit vraiment pas quelque chose qui met des barrières dans vos roues. Puis, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des ajouts? Moi, si vous permettez, moi, je voudrais juste dire la surprise que j'ai, mais en même temps, non, parce qu'à chaque fois, ça me ramène sur l'importance de nos parcours. C'est toujours lié à quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui nous a allumés. Hein? On a entendu, c'est un agent d'une université qui m'a accroché. C'était une journée kiosque organisée à l'école, une journée carrière. C'était peut-être dans une salle de classe avec un professeur. C'était un rassemblement. On a vu justement les camps d'été. Il peut y avoir un événement de promouvant le bilinguisme au Canada. Donc, vous avez tous eu vos parcours, vous, les personnes qui sont, oui, avec nous, mais les personnes qui écoutent, qui regardent cette vidéo. Moi, j'ai mon parcours. Amélie, tu as ton parcours. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais seul. Puis c'est quand on reste seul dans notre coin qu'on doute. On doute de nos choix, on doute de ce qui va arriver. Donc, restons pas pris dans l'inconnu. Parlons-en de nos émotions, nos sentiments. Si on sent que oui, c'est vrai, moi, ce que Daniel me dit sur son accent, c'est vrai, c'est ce que je vis à tous les jours. Dis-le à quelqu'un. Hey, je suis fier de mon accent. Donc, ça nous donne du courage de vous entendre aujourd'hui, les filles. Donc, merci beaucoup vraiment d'avoir dit oui. Pour moi, comme j'ai dit, je savais que je venais pour quelque chose, c'était pour grandir comme personne. Vous m'avez vraiment inspiré aujourd'hui à continuer, à en voir encore plus des gens comme vous, puis peut-être être cette personne-là derrière une table un jour en Nouvelle-Écosse ou en Ontario qui pourrait inspirer quelqu'un. Donc, vous nous avez inspirés. On l'a enregistré heureusement pour continuer à en inspirer d'autres, mais vraiment merci. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé cet atelier. J'espère de vous voir, quelques-uns de vous, un jour, que ce soit un événement de Canadian Parents for French ou Français pour l'avenir ou n'importe quoi d'autre, qu'on puisse se croiser, puis qu'on puisse continuer à avoir des discussions intéressantes sur le français, puis votre capacité de continuer à fleurir dans vos deux langues. Ça fait que merci et bonne soirée. Merci. Merci. Merci.